on l'appelait la prof de la génération Z. Mais son vrai nom était Amina. Elle était jeune, belle, audacieuse, et totalement différente des autres enseignantes du collège Sainte-Marie. Dès le jour où elle est arrivée à l'école, tout a changé. Ses jeans étaient toujours serrés. Ses hauts toujours courts. Ses ongles étaient longs, peints de couleurs qui brillaient au soleil. Ses cils étaient épais. Ses talons claquaient plus fort que les pas de la directrice. Son parfum remplissait les couloirs comme l'arrivée d'une célébrité. Elle ne portait pas les jupes marron ordinaires ou les gilets ternes habituels. Non, Amina s'habillait comme si Instagram vivait dans sa garde-robe. Les élèves l'adoraient, surtout les filles. Elle chuchotait, riait et la suivait comme des fans. Elle est différente. Elle est vraie. Elle nous comprend. Même les garçons la regardaient comme si elle sortait d'un clip musical. Et chaque fois qu'elle entrait dans une salle de classe, les téléphones glissaient discrètement des poches pour filmer son entrée. Elle enseignait la littérature. Mais ses cours n'étaient pas seulement sur les grands écrivains. Elle amenait des enceintes en classe, diffusait de l'afrobeat, donnait des surnoms aux élèves, prenait des selfies avec eux. Parfois, elle s'asseyait sur le bureau, croisait les jambes et disait « Aujourd'hui, on n'apprend pas la littérature. On apprend la vie. » Les élèves applaudissaient. Les autres professeurs levaient les yeux au ciel. La discipline meurt, disait l'un d'eux. Mais la directrice ne se plaignait pas. Tant que les élèves étaient enthousiastes et que les résultats aux examens restaient bons, elle était intouchable. Amina appelait sa méthode l'éducation moderne. Un après-midi, après avoir enseigné un court poème, elle fit une pause. Parlons des relations amoureuses, dit-elle. Un garçon au premier rang leva un sourcil. Des relations ? Amina sourit. Oui. Je sais que beaucoup d'entre vous sortent avec quelqu'un ou y pensent. Des rires nerveux remplirent la salle. Elle se pencha en avant. Mesdames, si un gars ne paie pas pour vos ongles, ne lui répondez pas. Messieurs, l'argent d'abord, les sentiments après. C'est comme ça que le monde fonctionne. La classe applaudit. Elle continua, la virginité n'est pas un prix. Celui qui vous dit de la garder vit dans le passé. Nous sommes en 2025, pas en 1960. Quelqu'un applaudit. D'autres rirent nerveusement. Elle sourit plus largement. Je ne suis pas là pour juger. Je suis là pour enseigner ce que personne d'autre n'enseignera. Les parents commencèrent à remarquer un changement. Ma fille ne porte plus de longues jupes. Mon fils a dit qu'ils ont eu une session ambiance en cours de littérature. Mais chaque fois qu'il exprimait leurs inquiétudes, l'école répondait avec des sourires, Mademoiselle Amina est moderne, mais elle donne des résultats. Nous nous adaptons aux nouvelles méthodes. Mais il y avait quelque chose qu'ils ne savaient pas. La mission d'Amina dans cette ville n'était pas seulement d'enseigner, mais de se venger de ce que la ville lui avait fait, à elle et à sa mère, en corrompant toutes les jeunes filles. Vous voyez, Amina n'était pas née comme ça. Elle n'était pas née bruyante. Elle était née dans une petite famille chrétienne de la ville, calme, humble, paisible. Son père, Monsieur Olivier, était diacre à l'église. Sa mère, Rachel, était chef de chorale. Leur vie était simple. Ils priaient chaque matin. Ils mangeaient ensemble chaque soir. Amina était l'enfant que tout le monde enviait. Obéissante, douce, discrète. Ta fille deviendra une lumière, disaient toujours les gens. Mais la lumière peut être volée. Et la sienne a été volée très tôt. Amina avait 11 ans quand son père est tombé malade. Au début, c'était léger, une toux, un mal de tête. Rachel plaçait des compresses chaudes sur son front et murmurait « Tout ira bien. Mon mari, Dieu te guérira. » Mais le 3e jour, sa respiration devint difficile. Le choc se répandit dans le village. Mais ce qui se répandit plus vite, ce fut la rumeur. Elle l'a tuée. Elle l'a utilisée pour l'argent. C'est une sorcière. Elle, ce n'était pas Amina. C'était sa mère. Les proches du père pleuraient bruyamment et pointaient du doigt. Sa mère criait et suppliait. Mais la ville croyait les voix les plus fortes. En une semaine, Rachel, veuve avec un enfant, fut marquée comme meurtrière. Et la ville prit une décision,
Amina doit être emmenée avant que sa mère ne la corrompe. Il disait que Rachel s'était battue. Elle avait pleuré. Elle avait tenu Amina et refusé de la lâcher. Mais les anciens arrachèrent la petite fille. Leurs mains détachèrent les doigts d'Amina des vêtements de sa mère. Ses cris résonnèrent à travers le village. Maman! Maman! Ne me laisse pas! Mais personne ne s'en souciait. La lumière était facile à arracher. Amina fut emmenée loin de son village, loin des cris de sa mère, loin de tout ce qu'elle connaissait. Ils l'ont emmenée en ville, chez tante Judith. C'est pour ta sécurité, disait-il. La maison de tante Judith était grande mais froide. Elle ne sentait pas comme la maison. Elle ne sonnait pas comme la maison. Elle ne se sentait pas comme la maison. Dès qu'Amina est entrée, elle a su que l'amour n'habitait pas là. Parce que la maison de Judith n'était rien comme un foyer. Elle changeait d'homme comme de vêtements. Le matin, un homme dans la cuisine. L'après-midi, un autre homme qui riait fort. La nuit, différentes voix derrière des portes fermées. Amina dormait dans le couloir sur un fin matelas. Pas de câlin, pas de prière, pas d'histoire avant de dormir. Juste du bruit, juste de la peur, juste la survie. Ses vêtements se fanaient, ses chaussures se déchiraient. Ses frais de scolarité n'étaient payés que lorsque sa tante se sentait généreuse. Judith disait, « Je te nourris. Je t'héberge. N'attends pas l'amour maternel en plus. » Amina pleurait souvent la nuit. Mais les larmes ne changent pas le monde. Elles ne font que mouiller les oreillers. À 18 ans, Amina commença à changer. Sa tante lui enseignait sans mots, « Utilise ce que tu as pour obtenir ce que tu veux. La beauté est une monnaie. Les hommes ne donnent que quand ils en profitent. » Amina observait le style de vie, le maquillage, les tenues, les appels nocturnes, les enveloppes secrètes d'argent. En dernière année du secondaire, elle commença à oublier qui elle était. Elle commença à se maquiller. Elle commença à parler avec audace. Elle arrêta de prier. Petit à petit, la petite fille innocente du village disparut, et le monde prit sa place. Quand elle fut admise à l'université, tante Judith lui dit clairement, « Je paierai seulement les frais de scolarité. Pour manger, l'entretien, tout le reste, débrouille-toi. » Amina hocha la tête, mais à l'intérieur elle paniquait. Des milliers de filles arrivent à l'université pauvre. Toutes ne survivent pas. Les garçons remarquèrent d'abord sa beauté. Puis les professeurs. Puis les hommes avec des voitures. Le premier homme qu'elle fréquenta fut Kofi. Kofi était grand, beau, avec un sourire doux qui faisait regarder les filles 2 fois. Il portait des chaussures brillantes comme des miroirs. Il sentait toujours bon, comme un fruit mûr. Un après-midi, il s'assit à côté d'Amina sous un grand arbre. Elle mangeait des nouilles nature sans œufs. Il la regarda doucement. « Pourquoi manges-tu comme ça ?» Amina sourit légèrement. « Je vais bien. » Kofi toucha sa main. « Tu n'as pas à faire semblant. Tu es trop belle pour souffrir. » Son cœur fit un bond. Personne ne l'avait appelée belle comme ça avant. Pas avec une voix si douce. Jour après jour, il marchait avec elle. Il lui apportait de petits cadeaux, des fruits, des biscuits, un peu de parfum. Il tenait sa main dans les allées du dortoir. Il l'appelait « mon ange ». Il l'appelait « mon étoile ». Il embrassait son front et murmurait des promesses, « Je prendrai soin de toi. Tu ne souffriras plus jamais. Tu es ma seule. » Amina le croyait. Son cœur s'ouvrit comme une fleur voyant la lumière du soleil. Puis, un mois plus tard, ses règles ne vinrent pas. Amina s'assit sur son lit, tremblante. Elle tenait le test de grossesse dans sa main qui tremblait. Les 2 lignes la regardaient comme des yeux. Elle alla trouver Kofi. Il était assis avec des amis, riant fort. Elle le tira à l'écart. « Kofi, j'ai besoin de te parler. » Il soupira. « Qu'est-ce qu'il y a ?» La voix d'Amina était petite. « Kofi, je pense que je suis enceinte. » Pendant un moment, son sourire se figea. Puis il rit. Un grand rire fort qui fit craquer son cœur. « Enceinte, répéta-t-il en riant encore. 2 fois ne peuvent pas faire un bébé. On l'a fait seulement 2 fois.
Arrête cette blague. Amina sentit les larmes monter. Je ne plaisante pas, regarde. Il leva les mains comme s'il repoussait ses mots. Là, Amina, s'il te plaît. Je ne veux pas de stress. Prends cet argent et occupe-t'en. Il poussa des billets froissés dans sa main. Il ne regarda pas son visage. Il ne la tint plus. Il ne l'appela plus mon ange. Puis il s'éloigna pour rejoindre ses amis qui riaient. Amina resta seule, ses doigts serrés autour de l'argent. Le ciel semblait lourd. Le sol semblait loin. Son cœur ressemblait à du verre brisé. Elle utilisa l'argent. Elle alla dans une petite clinique. Elle s'allongea sur un lit froid. Elle tint sa propre main parce que personne d'autre n'était là pour la tenir. La douleur la transperça comme du feu. Les larmes coulaient de ses yeux. Son souffle tremblait. Après tout, elle retourna lentement à son dortoir, ses jambes faibles, son cœur vide. Cette nuit-là, elle s'allongea sur son matelas et pleura dans son oreiller. Ses larmes trempèrent le tissu jusqu'à ce qu'il ressemble à un chiffon mouillé. Mais le lendemain matin, la cloche de l'école sonna. Les étudiants riaient, les professeurs criaient, les gens se précipitaient en classe. L'université ne s'arrêta pas parce que son cœur était brisé. Elle ne ralentit pas pour sa douleur. Elle essuya ses yeux, se leva et se traîna en classe comme si rien ne s'était passé. Même si quelque chose en elle s'était fissuré pour toujours. La vie continuait, mais le cœur d'Amina était toujours meurtri. Elle marchait sur le campus à pas lents, portant sa douleur comme un lourd bol d'eau. Elle ne dit rien à personne. Elle ne faisait confiance à personne. Puis Monsieur Yves arriva. C'était l'un de ses professeurs. Grand, soigné, sentant toujours les livres neufs. Les étudiants le craignaient à cause de sa voix stricte. Mais quand il parlait à Amina, sa voix changeait. Douce comme du pain chaud. Un après-midi après le cours, il l'arrêta près de la porte. Amina, dit-il, tu as un esprit brillant et tu souris avec tes yeux. C'est rare. Amina baissa les yeux timidement. Merci, monsieur. La semaine suivante, il lui donna un nouveau manuel. Pour toi, dit-il. Elle le serra contre sa poitrine. Quelques jours plus tard, il paya son loyer discrètement. Il envoyait de l'argent pour la nourriture. Il prenait de ses nouvelles la nuit. Il lui envoyait des messages. Es-tu en sécurité? As-tu mangé? Tu es spécial. Amina recommença à respirer. Son cœur, autrefois brisé, commença à se réchauffer. Elle le croyait. Elle lui faisait confiance. Mais la vie est une rivière qui change sans prévenir. Un mois plus tard, elle remarqua que son corps était différent. Ses règles ne vinrent pas. Sa respiration semblait lourde. Elle alla dans son bureau avec des mains tremblantes. Il corrigeait des copies quand elle entra. Monsieur, murmura-t-elle. Il ne leva pas les yeux. Oui, Amina? Elle serra ses doigts ensemble fortement. Monsieur, je pense que je suis enceinte. Son stylo se figea. Il la regarda lentement. Son visage devint sec, sec comme le vent de l'harmattan. Il se leva. Amina, dit-il sèchement, ne m'apporte pas de problème. Elle recula un peu. Monsieur, je pensais. Tu pensais quoi, coupa-t-il. Que je détruirais mon nom pour toi? Elle sentit sa poitrine se serrer. Il ouvrit son tiroir, sortit de l'argent et le poussa dans sa main. Occupe-t'en, dit-il doucement. Tu m'entends? Elle essaya de parler. Monsieur, s'il vous plaît. Mais il leva la main. Plus un mot. Pars et ne m'appelle plus jamais. Elle quitta son bureau avec des jambes tremblantes. Ses larmes tombèrent une par une sur le sol du couloir. Il envoya le reste de l'argent plus tard et la bloqua partout. La procédure fut douloureuse, plus douloureuse que la première. Elle saigna. Ses doigts creusèrent dans le lit d'hôpital. Son ventre se serra et trembla. Son souffle venait par morceaux brisés. Quand elle rentra chez elle après, le ciel était sombre. Le vent était froid. Son corps se sentait vide et son cœur se sentait creux comme un vieux tambour. Le lendemain matin en classe, Monsieur Yves enseigna avec un visage impassible.
Il agissait comme si elle n'existait pas. Amina s'assit au dernier rang, tenant son ventre, ses yeux brûlants, mais elle ne pleura pas. Elle faisait face au tableau. Elle prenait des notes. Elle faisait semblant d'aller bien, comme toujours. Elle souffrait en silence. Après Monsieur Yves, Amina se promit qu'elle ne tomberait plus jamais. Mais le monde est plein de voix douces qui cachent des dents tranchantes. C'est alors que Ousmane arriva. Ousmane était un homme d'affaires, riche, audacieux, conduisant une voiture noire brillante, portant des montres qui scintillaient comme des étoiles. Il vit Amina un soir dans une boutique du campus. Elle achetait des nouilles bon marché. Il lui sourit. « Tu ne devrais pas manger ça. Tu mérites mieux. » Amina détourna le regard. « Monsieur, je vais bien. » Mais Ousmane continua à venir. Il lui apportait de la nourriture. Il lui achetait des vêtements. Il l'emmenait dans des restaurants où les assiettes brillaient comme des miroirs. Il tenait sa main à travers la table et disait doucement, « Tu es mon trésor. Tu es ma femme. Je vais t'épouser. » Amina regardait dans ses yeux et croyait chaque mot. Son cœur, déjà fissuré, essaya de grandir à nouveau. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit choisie. Elle se laissa tomber. Et puis ses règles s'arrêtèrent point le souffle d'Amina trembla. Ses mains tremblèrent. Elle s'assit sur son lit et pleura un peu. Pas par peur cette fois, mais par espoir. Peut-être que cette fois le père resterait. Peut-être que cette fois son ventre apporterait de la joie. Peut-être que cette fois quelqu'un la choisirait pleinement. Elle rencontra Ousmane dans un coin de restaurant tranquille. Il vérifiait son téléphone quand elle entra. « Ousmane, murmura-t-elle. J'ai quelque chose à te dire. » Il leva les yeux avec un demi-sourire. « Qu'est-ce que c'est, mon trésor ? » « Je suis enceinte. » Le sourire quitta son visage instantanément, comme une bougie soufflée par un vent fort. Il se pencha en arrière. Ses yeux devinrent froids. « Amina, dit-il, j'ai une femme et 2 enfants. Je voulais juste m'amuser. » Amina se figea. « Quoi ? Mais tu as dit. » Il leva la main. « J'ai dit rien que tu puisses retenir. N'apporte pas de problème dans ma maison. » Il sortit un petit paquet d'argent et le laissa tomber sur la table. Il frappa le bois avec un bruit sourd. Un son froid et lourd. « Utilise ça, dit-il. Et occupe-t'en. Je ne peux pas être impliqué. » Amina fixa l'argent. C'était comme une pierre jetée sur son cœur. Son souffle trembla. Ses yeux brûlèrent. Sa bouche ne pouvait pas bouger. Ousmane se leva, redressa son manteau et s'éloigna sans regarder en arrière. La procédure cette fois faillit mettre fin à sa vie. L'infirmière tint sa main et dit doucement, « Tu as perdu trop de sang. Ton utérus est endommagé. La grossesse ne viendra peut-être plus jamais. » Ces mots ressemblaient à des couteaux. Tranchants, profonds, froids. Amina resta allongée sur le lit d'hôpital, des larmes glissant sur ses joues. « Non, 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 » murmura-t-elle, serrant son ventre comme si elle pouvait tenir l'utérus ensemble avec ses mains. Quand elle retourna dans sa chambre, elle ferma la porte et tomba par terre. Le lendemain, la semaine suivante. Mais la vérité ne changeait pas. Son utérus était parti bien avant que son espoir ne le soit. Après des années de lutte, elle obtint son diplôme de l'université. Après l'école, Amina se dit, « Je vais recommencer. Je vais trouver la paix. » Elle rencontra Samuel peu après. Samuel était doux. Il parlait doucement comme la pluie touchant un sol sec. Il tenait les portes ouvertes. Il l'appelait « ma chérie ». Il écoutait quand elle parlait. Il ne criait pas. Il ne mentait pas. Il ne regardait pas les autres femmes. Pour la première fois depuis longtemps, Amina sentit quelque chose de calme dans sa poitrine. Quelque chose comme une petite lampe qui brille. Ils se marièrent dans une petite église. Pas de grande musique, pas de grande nourriture, juste des sourires simples et des prières simples. Samuel porta son petit sac dans leur chambre et dit, « Amina, c'est ta maison maintenant. Tu ne souffriras plus jamais. » Amina sourit. Elle le croyait. Puis l'attente commença. Chaque mois, Amina vérifiait son corps.
Elle priait pour que son ventre grandisse. Elle touchait doucement son ventre et murmurait « S'il vous plaît, juste cette fois ». Mais son ventre restait plat comme un tambour silencieux. Mois après mois. Saison des pluies, saison sèche, saison de l'harmattan. Rien ne changeait. Les médecins étaient loin. Les tests à l'hôpital coûtaient cher. Mais Samuel tenait toujours sa main et disait « Ce n'est pas ta faute, Amina. Nous continuerons d'essayer. » Amina hochait la tête et souriait à l'extérieur, mais à l'intérieur son cœur tremblait comme du verre faible. Parce qu'elle se souvenait de la voix de l'infirmière, « Ton utérus est endommagé. La grossesse ne viendra peut-être plus jamais. » Mais elle continuait d'espérer. Elle espéra jusqu'à ce que l'espoir commence à faire plus mal que la vérité. Une nuit, elle s'assit seule sur leur lit, ses mains sur son ventre plat. Elle se murmura à elle-même, « Et si ce n'est pas mon mari ? Et si c'est moi ? Et si, quelqu'un d'autre ?» Une pensée dangereuse, une mauvaise pensée se glissa dans son esprit comme de la fumée. « Si un autre homme peut me rendre enceinte, se dit-elle, peut-être que Samuel sourira à nouveau. » Son cœur était confus. Son esprit était faible. Son corps était fatigué. Elle fit l'erreur. C'était une fois stupide, un moment de peur mélangé à un espoir désespéré. Et rien ne se passa. Son ventre resta le même. Son cœur resta vide. Mais les secrets ne restent pas enterrés. Ils s'élèvent comme de la fumée d'un feu caché. Samuel découvrit. Il rentra tôt à la maison. Il trouva un message sur son téléphone. Un message qu'elle avait oublié de supprimer. Il appela son nom. Amina. Elle se précipita dehors. Samuel, quoi ? Il tint son téléphone en l'air comme une arme. Son visage était rouge. Sa voix tremblait. « Qu'est-ce que c'est » cria-t-il. « Quoi ? Que as-tu fait ?» Les jambes d'Amina se sentirent faibles. « Samuel, s'il te plaît, laisse-moi expliquer. »« Il n'y a rien à expliquer, rugit-il. Tu es stérile et infidèle. » Il sortit, attrapa ses vêtements et les jeta dans la poussière comme de vieux chiffons. « Sors de ma maison, cria-t-il. Sors avant que je perde la tête. » Amina tomba à genoux. « Samuel, s'il te plaît. Je suis désolée. Je ne voulais pas. Pars. Pars maintenant, hurla-t-il. Les voisins se rassemblèrent. Certains chuchotaient, certains pointaient du doigt. Certains secouaient la tête. Amina ramassa ses vêtements un par un. Ses mains tremblaient. Ses yeux étaient pleins. Le monde autour d'elle semblait loin. Elle mit tout dans une petite valise. La même petite valise qu'elle avait transportée de la maison de tante Judith des années auparavant. Elle se leva lentement. Son cœur se sentait vide comme un pot cassé. Rien à l'intérieur. Plus rien. Elle regarda Samuel une dernière fois. Il tourna le dos. Amina s'éloigna, sa valise traînant doucement sur le sol, ses larmes tombant silencieusement. Elle ne savait pas où elle allait. Elle ne savait pas ce que la vie ferait ensuite. Elle savait seulement que quelque chose en elle s'était brisé pour la dernière fois. Ce qui vint après ce moment ne fut ni l'amour ni la guérison, mais le début de la tempête qu'elle ramènerait un jour dans la ville qui l'avait d'abord brisée. Elle avait tout perdu, une mère faussement accusée, une enfance volée, un utérus détruit, un mariage écrasé. Elle sentait que le monde l'avait avalée entière. Alors elle prit une décision. Je vais enseigner. Et je retournerai dans ma ville natale. Que leurs enfants ressentent ce que leur méchanceté a créé. C'est ainsi qu'elle devint Amina, la professeure audacieuse, l'enseignante stylée, celle qui enseignait fort, s'habillait fort et vivait fort. Non pas parce qu'elle aimait le bruit, mais parce que le silence l'avait tuée une fois, et elle refusait de mourir silencieusement à nouveau. Et maintenant, elle voulait donner une leçon à la ville pour avoir perturbé sa vie depuis l'enfance. Dès sa première semaine à l'école, les choses commencèrent à changer. Les uniformes scolaires pour les filles étaient autrefois de longues robes avec des manches, conservatrices, simples. Amina secoua la tête quand elle les vit. « Ça ressemble à un uniforme de prison, dit-elle avec un sourire. Elle rencontra la directrice en privé. « Madame,
si vous voulez que les filles soient confiantes, laissez-les se sentir bien dans ce qu'elles portent. Modernisons l'uniforme. Il est temps d'avoir l'air élégant. La directrice hésita. H&M. Qu'est-ce que tu suggères exactement? Amina sourit. Des jupes roses courtes, des chemises blanches à manches courtes, propres, tendances et élégantes. Faites-moi confiance, elles vont adorer. Elle finit par accepter. En 2 semaines, le changement fut fait. Les filles revinrent à l'école en jupes roses courtes qui serraient leurs cuisses. Leurs chemises étaient plus serrées avec des boutons qui tiraient légèrement sur leur poitrine. Chaussettes blanches, lèvres brillantes. La ville remarqua. Certaines mères murmurèrent « Pourquoi l'uniforme de notre fille ressemble maintenant à une tenue de boîte de nuit ?» D'autres dirent « Au moins elles ont l'air propres et modernes. » Amina devint la favorite des élèves. Elle faisait des blagues en classe. Elle leur parlait de la vie en ville et encourageait les filles à parler librement de tout. Elle disait aux filles « Exprimez-vous. Ne laissez personne vous faire taire. Avoir un petit ami n'est pas un crime. Ça fait partie de grandir. » Elle disait aux garçons « L'argent d'abord, les sentiments après. Ne souffrez pour l'amour de personne. » Elle organisa même ce qu'elle appelait des « matchs de classe », appariant secrètement les filles avec les garçons en classe. Elle leur donnait des surnoms et encourageait même les lettres d'amour. « Toi et toi, vous allez bien ensemble. Vous deux, asseyez-vous ensemble. Vous êtes mignons tous les deux. Parlez un peu derrière le bureau. » Les élèves riaient. Ils envoyaient des lettres. Ils se rencontraient secrètement pendant la pause. Certains se tenaient la main derrière les arbres. Amina permettait aux filles de s'asseoir derrière son bureau pour des discussions privées. Elle écoutait leurs secrets. Elle leur donnait des conseils comme « La virginité n'est pas un prix. Si tu aimes quelqu'un, tu l'aimes. C'est ta vie. » Lentement, les filles calmes devinrent audacieuses. Les filles timides faisaient maintenant des clins d'œil aux garçons. Les filles qui avaient l'habitude de se cacher marchaient maintenant fièrement. Toute l'école changea comme si elle avait saupoudré de la poudre magique sur eux. Mais la magie n'est pas toujours bonne. Le premier problème vint avec Fatou. Fatou était douce comme du beurre du matin, calme, obéissante, toujours en train de lire des livres. Un matin, elle s'effondra dans la salle de bain. Elle fut transportée d'urgence à la clinique. L'infirmière dit doucement à sa mère, « Votre fille est enceinte de 2 mois. » Fatou pleura et murmura, « C'était Ibrahim de la terminale. Mademoiselle Amina a dit que c'était correct d'avoir un petit ami. Elle a dit que nous allions bien ensemble. » Sa mère faillit s'évanouir. Le deuxième problème fut Bénédicte. Bénédicte vivait dans la maison d'un pasteur. Elle portait des jupes longues et attachait ses cheveux en tresses serrées. Après l'arrivée d'Amina, ses jupes devinrent plus serrées. Son brillant à lèvres devint plus brillant. Un jour, elle fut surprise derrière la salle des professeurs en train d'embrasser un garçon nommé Théo. Quand les enseignants le signalèrent, Amina sourit seulement et dit « Les adolescents doivent explorer. » 2 mois plus tard, la mère de Bénédicte trouva du sang sur le drap du lit. À l'hôpital, le médecin dit qu'elle avait fait une fausse couche. Son père pleura comme un tambour cassé. Puis vint le plus grand choc. Chantal, la fille du président de l'association des parents d'élèves. Belle, intelligente, une future avocate. Amina lui dit un jour, « Avec ta beauté, tu peux contrôler n'importe quelle pièce. » Chantal rougit. Sa confiance grandit. Elle commença à se faufiler pendant les périodes libres d'Amina. Elle rencontra un garçon d'une autre école. Un matin à l'assemblée, Chantal s'évanouit. Le résultat revint, enceinte. Le président de l'association pleura dans le bureau de la directrice. Sa voix se brisa comme un pot fissuré. Et quand ils demandèrent à Chantal ce qui s'était passé, elle dit « Mademoiselle Amina nous encourageait toujours. Elle disait que nous étions assez grandes pour savoir ce qu'est l'amour. » Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Les rumeurs se répandirent. Les mères pleurèrent. Les pères crièrent. La ville bourdonnait de colère. Mademoiselle Amina gâte nos enfants. Elle leur a fait perdre leur chemin. Elle leur a dit des choses que nous ne leur avons jamais enseignées. Partout,
Les gens murmuraient son nom. Pas avec des éloges cette fois, mais avec du feu. La ville bouillait. Une tempête arrivait. La directrice convoqua une réunion d'urgence du personnel. 3 filles, 3 grossesses, 3 foyers brisés, et un nom sur les lèvres de chaque enfant, Mademoiselle Amina. Les mères pleuraient. Les pères sortaient de leur maison en trombe. Les téléphones sonnaient sans arrêt. Des groupes se formaient. Les rumeurs explosaient. Puis, un lundi matin, les parents commencèrent à arriver au portail de l'école avant 8 heures du matin. Nous voulons voir la professeure qui corrompt nos enfants. Amenez-la. Ce non-sens doit finir aujourd'hui. Certains portaient des pancartes. Certains avaient des photos. Certains portaient juste de la rage. La directrice essaya de les calmer. S'il vous plaît, calmez-vous. Il n'y a pas besoin de ce drame. Un homme s'avança. Le père de Chantal, le président de l'association des parents. Et du drame? Ma fille s'est évanouie de grossesse et tout ce que vous pouvez dire c'est de drame? D'autres se joignirent à lui. Elle a dit à ma fille que la virginité est inutile. Elle a apparié mon fils et Fatou comme une application de rencontre. L'amenez-la, crièrent-ils tous. Le bruit résonna dans l'enceinte de l'école. Les élèves regardaient par les fenêtres. Les enseignants restaient figés. La directrice finit par céder. Elle se tourna lentement, entra dans le bâtiment et revint quelques instants plus tard avec Amina. Elle était calme, ses cheveux parfaitement coiffés, les lèvres brillantes, vêtue de son chemisier serré habituel et d'un pantalon rose. La foule siffla. Mais avant que quiconque ne puisse parler, Amina leva la main. « S'il vous plaît, dit-elle doucement. Laissez-moi parler. » La directrice hocha la tête à contre-cœur. Amina s'avança. Sa voix ne tremblait pas. Elle était claire et froide. « Vous me connaissez tous comme la professeure des jeunes, celle qui a changé vos filles, celle qui leur a dit de s'exprimer, celle qui leur a enseigné que l'amour n'est pas un péché. » Oui, je l'ai fait. Un murmure parcourut la foule. « Mais savez-vous pourquoi je l'ai fait ?» demanda-t-elle. « Savez-vous qui je suis ? Vous souvenez-vous de Rachel, la chef de chorale dont le mari est mort et qui a été appelée sorcière ?» Certains des anciens levèrent soudainement les yeux. « Oui, continua Amina. Rachel était ma mère. La femme que vous avez déshonorée. La femme à qui vous avez tout volé. Celle que vous avez traînée dans les rues pendant que je criais et suppliais qu'on ne me sépare pas d'elle. Mon enfance s'est terminée ici, dans cette ville. Ma mère est morte dans la honte et personne n'a dit pardon. » La foule devint silencieuse. Les yeux d'Amina brûlaient. « Alors je suis revenue pour enseigner à vos filles ce que vous ne m'avez jamais enseigné, utiliser leur voix, assumer leur choix, briser les règles comme les règles m'ont brisé autrefois. » Elle prit une grande respiration. Y était-ce de la vengeance? Oui. Parce que cette ville m'a élevée dans la douleur, et je suis revenue pour la rembourser pleinement. Des halètements, des chuchotements, du silence. Le visage de la directrice était pâle. Les mères tremblaient. Les pères avaient les poings serrés. Mais un ancien, un homme aux cheveux gris nommé Chef Mbala, s'avança. « Lamina, dit-il doucement, tu as parlé, et oui, cette ville t'a échoué, mais 2 torts ne font jamais un bien. Tu as transformé ta douleur en poison et tu l'as donnée à nos filles. » Elle détourna le regard. Un autre ancien ajouta, « Tu as été blessée, mais tu es devenue la blessure. » Amina ne répondit pas. Des larmes montèrent dans ses yeux, mais elle ne les laissa pas tomber. Les anciens tinrent une courte réunion à huis clos. Quand ils revinrent, Chef Mbala annonça. « Amina doit quitter cette ville aujourd'hui. Elle ne reviendra jamais. Ni comme enseignante. Ni comme visiteuse. C'est notre jugement. » Amina ne dit rien. Elle se tourna lentement, entra dans la salle des professeurs, prit son sac et sortit de l'enceinte de l'école. Pas d'au revoir, pas de seconde chance, juste le silence. Alors qu'elle passait le portail de l'école, la foule s'écarta. Certains détournèrent le regard. Certains la regardèrent partir. Mais personne ne l'arrêta. Elle disparut sur la route, avalée par la poussière. Et comme ça, la professeure des jeunes était partie.
J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Si c'est le cas, partagez-la avec vos amis et votre famille. Réfléchissez aux leçons de ce récit, la douleur ne justifie jamais de blesser les innocents, et la vengeance ne guérit jamais les blessures du passé. Si tu as regardé cette histoire jusqu'à la fin, n'hésite pas à me dire ce que toi jeune fille as-tu retenu comme leçon dans cette histoire et aux parents quels conseils donnerez-vous aux jeunes filles au travers de cette histoire. Dites-le nous dans les commentaires et je vous répondrai. Merci, à très bientôt.